Quand tu pars sans rien, t'as plus rien, t'as plus d'actifs, t'as plus d'argent, t'as plus de rentrée de revenus. En tout cas, c'est la jauge que j'ai trouvée et qui m'équilibre. Mais je vis avec une femme et j'éduque mes enfants de cette façon-là. C'est qu'aujourd'hui... Comment devenir millionnaire? C'est une question qu'on se pose tous. Parce qu'on aimerait tous être posés, être tranquilles. Avoir cette liberté d'esprit. Mais il n'y a pas de livre tout fait pour t'expliquer comment le devenir. Et là, je vais te présenter un homme qui s'appelle Hassan B. Et qui était au chômage, au RSA. Et qui en moins de 10 ans est parvenu à devenir millionnaire. Et dans cette vidéo, il va t'expliquer son secret. Donc bonjour Hassan. Salut. Tu vas bien? Ça va, très bien, merci. Alors, moi ce que je voudrais c'est que tu nous racontes d'abord un petit peu ton histoire. Mon histoire, à partir de où, à partir de quand, qu'est-ce que tu veux savoir? Je voudrais savoir comment tu as fait pour en arriver là où tu es aujourd'hui. À partir de quand ça a commencé? Ça a commencé tout jeune, en fait. Ça a commencé enfant, et je pense que ça a commencé par de la frustration. La frustration, des manques et une envie forte de réussir, et puis un sens, je pense, assez accru du commerce. Ce qui m'a permis de développer des compétences par la suite, tout simplement. D'accord. Et tu as commencé dans quel commerce? Dans le commerce de cartes de basketball. Donc moi je suis né dans les années 80 et à mon époque, quand on avait 11-12 ans, on s'échangeait. Certains s'échangeaient, moi je les revendais, les baskets de Jordan, D'accord. Chicago Bulls, Scottie Pippen, enfin voilà, c'était l'idée. Moi je vendais ces cartes-là et j'ai commencé à aimer ce fait de faire des transactions. D'accord. Ouais. Et après, c'est quand que tu as commencé, on va dire, ton vrai premier business qui t'a apporté des revenus? Mon vrai premier business, alors moi il faut savoir que j'étais très peu salarié, hors expérience de contrat de qualif. Mais à mon époque, tu travaillais en entreprise et puis tu faisais des études. C'était ma première expérience de travail, mais pas d'argent spécialement à mon compte. J'avais déjà compris que j'étais pas fait pour le salariat. Mais très vite, j'ai monté une entreprise. C'était un magasin de prêt-à-porter et de chaussures. D'accord. Je me voulais être le concurrent numéro 1 de Foot Locker. Ah ouais? Ouais, à la création, mais en plus j'avais ouvert dans un petit boui-boui très mal placé, avec tous les défauts qu'il y avait dans le magasin, mais j'avais une vision, celle de concurrencer Foot Locker à moyen court terme. Ça s'est pas fait parce que même si ces boîtes, je les ai développées, parce que j'ai créé deux autres magasins, j'avais commencé à prendre un peu d'étoffe. Je les ai fermés par manque d'actifs, liquidation, et voilà, du coup j'ai fermé et fait faillite avec ces boutiques. Et de là, après, le mécanisme de l'immobilier a pris le pas. Et quand tu es tombé en faillite, Ouais. comment tu l'as ressenti? Est-ce que tu as senti que tu étais genre un loser, que tu t'es dit c'est bon, je recommence plus jamais? Je recommencerai plus jamais la manière dont j'ai travaillé. Ça, c'est une chose. En revanche, c'est des concepts un peu, comment t'expliquer, surréalistes pour moi, de dire qu'il y a l'échec, il y a la réussite, c'est pas aussi binaire que ça. Quelque chose qui ne se passe pas comme tu veux va te conduire probablement à quelque chose qui va être plus engageant, et inversement, quelque chose d'apparence sympa et sexy peut te conduire à quelque chose de négatif dans les mois ou les années à venir. Donc je vois pas l'échec ni la réussite de manière binaire, si tu veux. Je vis, je fais des expériences, qu'elles sont à des moments bonnes et à des moments moins bonnes. Et cette expérience qui de fait peut paraître moins bonne, une faillite, ça a été un soulagement, un déclencheur, un coup de pied au cul,
parce qu'après, tu n'as pas le choix. Parce que quand tu pars sans rien, tu n'as plus rien, tu n'as plus d'actifs, tu n'as plus d'argent, tu n'as plus de rentrée de revenus. En France, surtout à l'époque, lorsque tu es gérant d'entreprise, tu ne peux pas prétendre au chômage. Donc, vu que tu ne prétends pas au chômage, tu vas à Pôle emploi et en même temps donné, on te donne du RSA rétroactivement au bout de 3 mois. Donc tu as des mois qui sont un petit peu compliqués pour te refaire. Et ça a été, à mon sens, une superbe expérience. Et comment tu as rebondi par rapport à cette expérience? Comment j'ai rebondi? En travaillant. En travaillant déjà sur mon état d'esprit, sur ma vocation future, mes futures envies. C'était quoi tes futures envies? Mes futures envies, c'était, bon ok, on fait un état de fait, j'ai à peu près 28-29 ans à cette époque-là, j'ai plus rien, j'ai à peu près 460 € d'RSA, je veux m'installer avec ma femme. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Elle est infirmière, elle gagne 1300 €. Bon, je dis écoute, fais-moi confiance, à mes 40 ans, on sera millionnaire. Ça n'a pas été facile, parce qu'elle me croit, parce que t'as plus rien en poche. Mais elle m'a cru, elle m'a fait confiance, et ça a été avant mes 40 ans, bien avant mes 40 ans. Mais tu vois, moi le truc qui me tue, c'est que donc tu as dit à ta femme que tu serais millionnaire avant tes 40 ans. Non, j'ai dit 40 ans. À 40 et ça s'est produit avant. D'accord. Ouais. Mais comment est-ce que toi tu pouvais en être sûr? Je suis sûr de mes capacités. J'ai appris beaucoup par les expériences, par l'entrepreneuriat que j'avais lancé, par le mécanisme de l'argent. Donc mathématiquement, je savais comment j'allais y arriver. D'accord. Tout simplement. En fait, tu avais déjà une stratégie. J'avais une stratégie d'ensemble, pas une stratégie très affinée. Mais j'avais réellement un objectif qui me permettait d'atteindre ce but, si tu veux. Donc à partir de là, j'ai choisi le biais d'acheter, de vendre des appartements ou de les acheter et de les mettre en location. Ça a été mon credo parce que tu as toujours une corrélation entre immobilier et millionnaire. Donc je suis parti tête baissée là-dedans, mais tu m'aurais dit vendre des chaussettes, j'aurais fait la même chose. C'était pas spécialement le levier ni le moyen, c'était surtout le résultat final qui m'importait. Surtout ça. Pour un résultat final pas anodin, c'est-à-dire que j'ai pas couru après l'argent. J'ai voulu atteindre certaines sommes d'argent pour une philosophie beaucoup plus vaste. Et aussi pour du protectionnisme personnel. J'étais déjà papa, j'ai eu 2 autres enfants, et donc dans un monde et une société capitaliste, si tu veux protéger les tiens, il va falloir les protéger aussi déjà financièrement. Donc ça, c'était mon objectif, c'était mon cheval de bataille. J'ai refait un petit peu ce que je faisais quand j'avais 11 ans, comme je t'expliquais. C'est-à-dire que là, quand je suis parti de mes magasins, je suis parti avec une caisse, il restait une dizaine de pulls. Donc j'ai été les troquer en brocante. Après j'ai fait mes premières centaines d'euros. Je me suis mis à acheter une voiture que j'ai revendue un petit peu plus cher. J'ai commencé à faire, tu sais, euro par euro, un petit matelas, un petit capital qui m'a permis à un moment donné d'avoir un petit apport. La situation de ma femme qui faisait qu'elle était aussi infirmière, même si elle n'avait pas un gros salaire, on a pu acheter une première maison. Mon petit capital, son salaire, on a pu se lancer et acheter une première maison. C'est fort ça. Et avec cette première maison, ce qui était sympa, c'est qu'on l'a revendue très très vite et on a fait 20 000 € de plus-value. 20 000 € de plus-value nette, si tu le rationalises avec les 460 € par mois que je gagnais à l'époque, c'était énorme si tu veux. Ça représentait presque 2 ans et demi de RSA, donc c'était fou quoi pour moi. J'espère que le calcul est bon. Et justement, c'est ça qui m'intéresse. Quand tu obtiens ces 20 000 €, Ouais. quel est ton état d'esprit à ce moment-là? Tu te dis, qu'est-ce que je vais faire avec? Ah, je sais ce que je vais faire avec.
je vais tout réinjecter et je vais le doubler. J'ai toujours fonctionné comme ça dans mes affaires et dans les investissements que j'ai pu faire dans ma vie. C'est-à-dire que je prends, je racle les tiroirs, je ne consomme rien dans ma vie, mais tout ce que je gagne, je le réinjecte pour le faire augmenter. Alors c'est une prise de risque totale. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, si tout ce que tu as gagné, c'est comme au poker, hein, si tu fais tapis, à un moment donné, tu n'es pas à l'abri qu'à la dernière carte, le gars te sort le 1% de chance pour que ça se passe mal. Moi, toutes mes affaires, elles ont été faites comme ça. Parfois, je mettais tapis et puis j'étais comme ça. Je dis bon, c'est passé? Oui, c'est passé. Okay. Je reprends et j'ai jumpé. C'était ça l'idée. Et je fonctionne encore comme ça. Je peux pas, si tu veux, me soigner. J'ai pas de filtre au risque. Dans les affaires, j'ai zéro filtre au risque. Et je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui ma force. Ce qui peut aussi faire ma faiblesse. Ce qui peut faire que parfois, comme je te dis, quand je suis comme ça, je peux me retourner la mauvaise carte et ça se passe très mal. Mais en même temps donné, parfois c'est la bonne stratégie. En tout cas, c'est la stratégie que j'applique à moi-même et que je mets en pratique. Et comment ça se fait que tu as zéro filtre au risque? Je pars de rien. J'étais dans une famille modeste. J'ai vu mon père travailler des heures et des heures et des heures pour jongler entre du RMI et puis un SMIG de l'époque. Donc si tu veux, moi c'est pas cette vie que je voulais, donc je me suis dit je tenterai tout pour essayer d'avoir une autre vie. Et puis j'ai cette chance, tu pars de rien, tu montes quelque chose, ça marchouille, hein, parce qu'à un moment donné j'avais quand même 3 points de vente, je faisais près de 6 000 € pour un gamin de 25-26 ans. À mon époque, c'était énorme, c'était pas mal, enfin, ouais, c'est beau, même encore aujourd'hui, je pense que c'est beau. Le mec est complètement déconnecté de la réalité. Mais ouais, c'était énorme. Alors ça n'a pas duré très longtemps, parce qu'après, vite, ça a été une boule de neige et je me suis cassé la figure avec les boîtes. Mais aussi le fait de tout perdre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une belle assise financière. Je perds tout, c'est pas grave. Je perds tout, c'est pas grave. Parce que déjà, j'ai des compétences. Et donc mes compétences me permettront de refaire ce que j'ai fait. Alors, je te dis pas que c'est pas désagréable. Forcément, ce serait désagréable de tout reperdre. Mais je vis avec une femme et j'éduque mes enfants de cette façon-là. C'est qu'aujourd'hui vous avez, demain vous aurez peut-être plus. Donc on est prêt en fait. On est dans un foyer où on est prêt à ça. On a vécu dans des endroits de mauvaise facture pour justement, comme je te disais, je prenais tous mes capitaux pour les mettre dans des appartements de bonne facture, pour les revendre plus cher. Et si tu veux, quand toi tu te dis tu vis dans un endroit un peu dégueu, mais que ton locataire, lui, il vit dans un endroit sympa, c'est un choix de vie. Et donc, j'ai eu l'habitude de rien avoir. Donc si demain j'ai plus rien, ok, on reprend, on recommence. Tant que tu es en vie, tu peux jouer. Bah justement, tu vois, c'est ça qui m'intéresse. C'est que la première phase où tu avais, on va dire, tout perdu. Ouais. D'accord. Comment est-ce que tu as pu trouver l'énergie pour rebondir? T'as pas le choix, hein. Je vais pas te faire un grand cours philosophique, mais tu es au fond d'un trou. Hormis creuser et puis aller de plus en plus profond et tu trouves jamais la sortie, tu montes. Tu vois. Moi, j'ai dû escalader un truc avec limite du ciment au-dessus de moi que j'ai dû perforer et puis monter. C'est évidemment, il y a du bon sens et je pense que les gens qui regarderont cette vidéo ils verront que tout le monde ne peut pas faire des millions, des milliards. Tout le monde ne peut pas non plus se référer à des Bezos, à des Steve Jobs. Pour moi, déjà, ça, c'est de la pure branlette intellectuelle. Réfère-toi déjà à toi et puis déjà à ton point de départ et après aux actions que tu vas mener. Parce que une réussite de quelqu'un qui démarre dans la vie avec 100 000, 200 000, 300 000 euros sera forcément pas la même que quelqu'un qui va commencer avec des dettes. Moi, j'ai commencé avec des dettes. Donc forcément, c'est
complètement différent. Et puis en plus de ça, ton milieu social parfois te favorise à faire des gains d'argent, comme ton milieu social aussi parfois, même s'il est négatif, peut aussi te favoriser à te donner du courage, de la force, à t'amener à justement ancrer. Il n'y a rien de binaire, tout est individualiste si tu veux pour la croissance et la réussite, ou en tout cas le fait de générer des flux financiers. C'est pour ça que je fais, moi en tout cas, ce que je fais quand je fais des vidéos, j'explique aux gens de jamais se référer à qui que ce soit, ni même à moi. Que tu t'inspires d'un tel ou d'un tel, ou même sur ta chaîne, tu montres énormément de réussites de sportifs, d'acteurs, de gens très connus. Il faut faire attention à se référer à ce genre de personnes. Il faut faire très attention. Tu sais, moi, quand on me dit je veux être le nouveau Steve Jobs, t'as été à Harvard. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si tu me dis j'habite à Bondy et que j'ai aucune chance sociale dès le départ, tu pars pas sur le même pied d'égalité que Steve Jobs. Tu feras peut-être pas les 50, 60 milliards qu'il a eu dans sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc réfère-toi déjà à toi, et puis en même temps donné, même si tu habites à Bondy et que tu as aucune chance sociale, n'oublie pas qu'il y a un mec qui habite au Darfour et qui lui vit en guerre. Donc tu vois, il faut se référer juste à soi-même et aller vers ce que toi tu appelles ta propre réussite et ton propre cheminement. Je suis peut-être un petit peu parti dans tous les sens. Non, au contraire. Non. C'est ça qui est bien. Ok. Tu vois, tu as une totale liberté. Ok. Tu vois, et tu vas dans tous les sens que tu veux. D'accord. Tu vois, c'est vraiment. C'est comme si c'était le dernier jour sur Terre et que tu vois, tu devais passer Génial. un message. Tu vois. Justement, moi c'est comme ça que je vis. C'est-à-dire. C'est le dernier jour. Donc si tu veux, si on en revient à la situation de la... Tu m'as demandé pourquoi tu n'as pas de filtre. Ben, j'ai pas de filtre parce que rien n'est grave, si tu veux. Surtout pas en affaires. Rien n'est grave. Aujourd'hui, je mène des procès contre tout un tas de personnes parce que quand tu es en affaires, moi je suis pas un simple type qui a ouvert une boîte. J'en ai plusieurs. Je suis pas un simple type qui a acheté un appartement. J'en ai des centaines en transaction. Donc forcément, à un moment donné, logiquement, les relations humaines et commerciales t'amènent parfois à des conflits et à des tribunaux. Mais tout ça, pour moi, c'est un jeu. Ça peut paraître fou, mais c'est un jeu. Le seul jeu où tu vas, entre guillemets, gagner ou perdre, ça dépend de tes propres croyances, mais c'est le fait que tu vas mourir. Donc, moi, je me place sur cette façon de vivre. Mes business, je les imagine dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 1000 ans, je les imagine comme si j'étais immortel. En revanche, ma vie au quotidien, tous les matins quand je me lève, je me dis que c'est peut-être le dernier. Donc j'associe ces deux choses, qui fait que mes business, je les programme toujours à 100 ans, à 200 ans. Je pense aux enfants de mes enfants, à la dynastie que je suis en train de monter, mais en même temps donné, je me dis que ça peut s'arrêter demain. Ma personne. Ce qui me permet de vivre pleinement. En tout cas, c'est la jauge que j'ai trouvée et qui m'équilibre. C'était que le premier épisode. D'autres épisodes suivront avec SNB. En attendant, si tu veux en savoir plus, je te conseille de suivre la chaîne YouTube de SNB. Et en plus, ça va être marrant parce que ta chaîne s'appelle comme ça, Ouais. Motivation, H5 Motivation. Je pense que la motivation n'existe pas. Seul l'eau. Après, moi, mon cercle personnel, il est très très réduit. Il est très très réduit. Pourquoi? Parce que... Donc je vis comme ça. Et je vis bien comme ça. Je pense que les gens peuvent s'inspirer de ces choses-là. Parce que